Donc je suis Nathalie, effectivement, je travaille ici. Donc on va bien entendu essayer de vous illustrer un peu spatialement ce qu'évoque pour nous l'apprentissage et les opportunités qu'on y voit aujourd'hui. Donc c'est notre métier, on travaille, comme a dû vous le dire Hélène, sur le segment éducation aussi. Mais là, je voulais partager avec vous une recherche qui est toute récente, puisqu'elle n'est pas encore publiée, qu'on va publier bientôt, sur notamment l'apprentissage, on va dire, social, en tout cas la dynamique sociale de l'apprentissage. Et cette recherche ne s'applique pas qu'aux organisations, aux institutions, je dirais, mais aussi aux entreprises qui deviennent de plus en plus aussi des organisations apprenantes. Donc voilà, pour nous, c'est effectivement fondamental, sachant qu'aujourd'hui, c'est au cœur des réflexions de l'entreprise, d'essayer de comprendre comment elles peuvent faire face à tous ces changements auxquels elles font toutes face, ces disruptions, comment actionner l'innovation, la créativité. Donc forcément, elles font face à, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais elles font face à ce besoin de perfectionnement permanent, voire même quelque part de réinvention pour les salariés qui, face au digital et autres, doivent se réinventer aussi et doivent donc apprendre et continuer à apprendre tout au long de leur vie. Donc nous, à chaque fois qu'on fait de la recherche, on regarde bien entendu les enseignements majeurs qu'on voit dans ces domaines sur lesquels on se penche et on recherche une traduction spatiale. Donc je vais essayer d'illustrer un petit peu avec quelques traductions donc, spatiales pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc on a à peu près, je vais les évoquer un après l'autre et puis essayer de les illustrer. On a trouvé environ 7... je gêne là? Il faut que je me déplace? Ah, d'accord. Ok. C'est mieux comme ça? Cool. Super. Donc on a trouvé... On fait toujours de la recherche avec nos chercheurs en propre. On a beaucoup de personnes qui nous aident en observation, notamment sur le terrain, à aller dans les universités, dans les lieux apprenants pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Donc on a retenu à peu près 7 enseignements majeurs, comme ça qu'on appelle ça chez nous. Et puis après, on essaye de s'interroger avec notre compétence d'aménageurs et de concepteurs d'espaces de travail pour essayer de savoir comment on peut supporter ces concepts-là. Donc le premier, c'est... désolé, j'ai laissé tout en anglais parce que pour l'instant, ça n'a pas encore été traduit. Le premier, c'est évidemment un espace apprenant, selon nous, doit d'abord être un espace qui va susciter curiosité, découverte. Parce que c'est la condition sine qua non quelque part pour s'ouvrir et pour appréhender quelque chose de nouveau. Donc c'est pas uniquement lié à l'apprentissage ou à la formation, c'est aussi une condition sine qua non pour tout ce qui est création, innovation, etc. Donc comment est-ce qu'on va créer des espaces qui vont pouvoir susciter quelque part cette curiosité et surtout rendre les choses relativement lisibles. C'est souvent la complexité qu'on voit en tertiaire, c'est que les choses ne sont pas forcément visibles et qu'il va falloir rendre les process sur lesquels on s'interroge, qu'on essaye de faire avancer, les concepts, etc., davantage visibles. Donc comment est-ce qu'on capture quelque part ce process d'apprentissage? Comment est-ce qu'on le met à disposition des gens de manière à ce qu'ils puissent être invités à venir y contribuer. Donc un exemple, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Hein. Là, on pourrait être sur une espèce d'espace projet ou d'espace d'équipe où on voit qu'on a dédié une partie complète de mur pour pouvoir justement capturer de l'information, pouvoir peut-être capturer l'état d'avancement d'un format de formation ou d'un projet. Et on va donc avoir toujours des différents settings, hein, donc différents aménagements qui vont inviter les gens à venir se déplacer et à venir contribuer à ce contenu. Donc ça, c'est la première chose, je dirais. J'ai mis qu'une illustration à chaque fois, mais là, c'est cette posture un peu de curiosité. Le deuxième enseignement majeur pour nous, et c'est vrai sur plein d'autres modes d'échange, hein, pas simplement l'apprentissage, ça va être de se dire comment est-ce qu'on va favoriser un climat de confiance et de sécurité pour les apprenants.
Et comment est-ce qu'on va faire en sorte que, parce que c'est forcément, l'apprentissage est forcément un processus où on est très vulnérable, puisqu'on on accepte quelque part de dire qu'on ne sait pas, et on est forcément dans quelque chose où il va falloir renforcer la sécurité psychologique. Donc ça, c'est aussi des choses, des ressorts sur lesquels on essaye de travailler dans les environnements créatifs et d'innovation. Et par rapport à ça, alors bon, j'en ai mis un, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Donc dans ces domaines-là aussi, il y a quelque chose qui est très fort, et je pense que ce ne sera pas forcément une nouveauté pour vous, qu'on appelle ancillary, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour ramener à travers les produits, à travers les textures, à travers les ambiances, des solutions ou des aménagements qui vont mettre les gens vraiment en confiance, faire en sorte de faire tomber des barrières hiérarchiques. Je pense aussi, par exemple, au corporate learning, où souvent on a des groupes d'apprenants qui vont avoir un tempérament fort, etc., voire même parfois des situations où il y a différentes hiérarchies ou des gens qui peuvent être avec leur hiérarchie dans une session de formation. Donc comment, à travers un espace, on va essayer de casser un peu ces codes et de mettre les gens dans des situations qui sont un peu comme à la maison, je dirais. Donc on voit au fond, on a une situation lounge, devant on a des choses qui ressemblent plus à des tiers-lieux quelque part, que des espaces purement apprenants. Je fais juste un tout petit zoom ici pour dire qu'on a beaucoup travaillé aussi avec des neuroscientifiques sur la posture, comme je suis là. On appelle ça perché. Et on pense vraiment que c'est très important aussi de rythmer l'espace avec différents niveaux de posture, de pouvoir se mettre en lounge, de pouvoir se mettre en posté. Et la posture perchée semble, c'est relativement prouvé, engage émotionnellement, engage l'individu davantage dans l'action, dans ce qui se passe, dans la discussion, que quand on est en posture standard. Or, combien on voit de salles de classe ou de salles d'apprentissage où on reste dans une posture standard qui a tendance à nous mettre un peu plutôt en position de consommateur. On peut se lever, il y a plein de salles qui invitent quand même à se lever, mais c'est vrai que cette posture est intéressante parce qu'elle est forcément plus engageante pour les individus. Donc ça, c'est tout un tas de réflexions qu'on mène. Ensuite, troisième axe, c'était un peu le titre de cette recherche, c'est forcément la dimension très sociale de l'apprentissage. Donc évidemment qu'on apprend toujours seul parfois, mais on a beaucoup travaillé sur les typologies de groupes. Donc on apprend ce qu'on appelle peer-to-peer. Donc, et là, on est peut-être plus dans un environnement corpo, encore que. On apprend tout seul, on apprend peer-to-peer, on apprend en cohorte, c'est-à-dire qu'on va être un groupe pour aller appréhender une nouvelle compétence ou quelque chose comme ça tous ensemble. Et on apprend aussi de plus en plus au sein même de son job, de son travail, de son équipe projet. Voilà, donc aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'on apprend tout le temps et tout au long de la vie et tout au long de la journée. Donc pour nous, ce qui devient vraiment important, c'est de se dire comment on va pouvoir cultiver quelque part cette notion sociale de l'apprentissage. Et on va traduire ça en essayant vraiment d'avoir, à chaque fois qu'on fait des espaces, ce regard de se dire, est-ce que cet espace-là invite les gens à échanger de manière informelle, de manière impromptue? Est-ce qu'on a des proximités entre les différents espaces qui vont inviter les gens à, par exemple, se splitter d'une session plus plénière à une session plus breakout ou petit groupe à côté? Est-ce qu'on va vraiment favoriser ces modes? Donc ça, c'est plutôt cette dimension-là ici qui nous intéresse. Donc là, j'ai mis une photo c'est plutôt un groupe une équipe agile, on va dire, ou une équipe projet, qui va pouvoir très facilement, à un moment donné, accéder à du digital, accéder également à des tableaux blancs tout autour. Donc c'est toujours très prégnant pour nous le fait d'utiliser les surfaces verticales. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais le fait de pouvoir justement donner cette diversité de moyens de pouvoir interagir et de manière très spontanée, sans devoir aller réserver une salle, sans devoir bouger physiquement dans un autre espace. Donc plus on va être sur ces formats agiles, plus on va essayer de favoriser des espaces, je dirais, multifonctions quelque part, qui permettent de passer facilement d'un mode à l'autre et de supporter donc ces équipes projets et ces modes d'échange et de transmission. J'avance. Donc
Alors il y a certains concepts qui sont un peu proches, qui se ressemblent un peu, mais là c'est plutôt la notion de dire, pour nous, quand on essaye de solutionner ou de réfléchir à des espaces d'apprentissage, on se dit que l'apprentissage n'est plus une porte qu'on ouvre et qu'on referme, etc., de manière assez planifiée. C'est plutôt quelque chose qui est un processus relativement itératif sur lequel on revient et duquel on s'écarte. Donc ça pose quand même un certain nombre de problématiques spatialement, c'est-à-dire qu'il va falloir rendre les choses relativement persistantes dans le temps. Et c'est assez difficile, en fin de compte, de revenir à quelque chose si on l'a complètement fermé, enfermé dans son ordi, si on a emmené les supports ailleurs. On a tous eu des salles de réunion, effectivement, où on prend une photo du paperboard qu'on a écrit, on l'enroule, on ne sait pas quoi en faire, on en fait une synthèse, etc. Donc toute cette complexité-là nous gêne et nous entrave. Donc là, on est toujours, et je reviens un peu sur des images qui se ressemblent un petit peu, mais on est toujours sur cette notion de se dire comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte de créer des espaces où ce soit assez facile de changer d'état d'esprit et de passer d'un état à l'autre ou de revenir à du contenu sur lequel on a travaillé la veille ou la semaine d'avant, etc. Donc là, je ne rentre pas trop en détail parce que je ne vais pas vous assommer ou faire une présentation produit, mais on arrive de plus en plus à avoir, par exemple, des chariots sur lesquels on peut mettre des espèces de tableaux blancs super légers à déplacer. Et ces chariots-là permettent quasiment d'avoir un cahier avec soi qu'on va pouvoir transporter, qu'on va pouvoir emmener d'une salle à l'autre, sur lequel on va pouvoir revenir pour faire référence ou ramener à côté de son bureau si on a besoin de capturer des choses qu'on s'est dites. Donc c'est toute cette réflexion autour du fait qu'on est sur un process vraiment continu et pas du tout séquentiel, en tout cas jamais complètement fermé. Donc pour des agenceurs et pour des concepteurs de solutions mobilier, c'est assez contraignant, mais c'est en même temps assez intéressant parce que c'est ce qui nous permet aussi d'apporter une dynamique sur les espaces. Alors, il y a toujours une notion dans tous ces concepts qui, pour nous, est très, très prégnante et qui est complètement contradictoire et qui est super passionnante, du coup, quand on essaye de réfléchir à la matière humaine et à la manière de supporter le travail où qu'il soit. C'est que même si on est sur des dimensions de plus en plus sociales, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus tout seul ou très rarement ou de moins en moins, on apprend pendant le job, on apprend avant, après, on apprend tout au long de l'année, on apprend aux autres, on apprend des autres, mais en même temps, on reste quand même sur une réalité qui est que l'apprenant est très différent de l'un à l'autre et qu'on n'est pas capable, nous, forcément de designer des espaces ou de designer des produits pour un individu, sinon ce serait chaotique quand on est sur des grosses organisations. Donc il faut qu'on arrive à trouver quelque part une solution pour répondre aux individus dans leur pluralité. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure de corporate learning, où on est sur des groupes où souvent on va avoir des gens assez assertifs, etc. Mais on va aussi avoir des introvertis, on va avoir des gens qui ont besoin peut-être de repli, qui ont besoin de se retrouver seuls par moment. Donc il faut, et ça c'est quelque chose qui est pour nous, qui est une réalité de tous les jours dans notre métier d'aménageur et de concepteur d'espace de travail, c'est cette notion de donner du choix et du contrôle à l'individu. Donc là, j'ai mis quelque chose qui ressemble peut-être pas forcément à une salle de classe, mais qui va être une zone de repli, qui va être d'offrir de la sécurité. On parlait de sécurité psychologique tout à l'heure. De la sécurité, d'offrir de repli à des gens qui, à un moment donné, se sentent surexposés. Donc des salles de classe qui seraient purement ou des salles de formation qui seraient purement créées pour inciter les gens à être toujours on stage, etc. Ça va être super fatigant pour plein de gens qui vont pouvoir jouer un petit peu un rôle qui est peut-être pas forcément le leur s'ils sont plutôt introverts, etc. Il y a plus de la moitié des individus qui sont introvertis d'ailleurs, et ça c'est des choses qu'on a repérées depuis déjà pas mal de temps, et beaucoup de créatifs qui paradoxalement sont des introvertis et qui sont super mal à l'aise quand ils sont sous les projecteurs. Donc comment on crée des palettes d'environnement, et c'est vrai aussi pour nous, pour les espaces apprenants, créer des petites zones de repli sur lesquelles les gens vont pouvoir se reposer, se régénérer, reprendre un peu de souffle par rapport à un mode de travail ou un mode d'apprentissage. Donc la personnalisation, super importante pour nous. D'une manière générale, ce process d'apprentissage pour nous devient de plus en plus complexe. Alors, c'est un peu, on a vu certains aspects avant, mais on apprend tout seul, on apprend à deux, on apprend en petits groupes, on apprend en cohorte, on apprend pendant les projets, etc. On apprend un peu tout le temps. On apprend d'ailleurs hiérarchiquement des autres aux autres
en mentoring, en reverse mentoring. Tout ça, ça crée quand même une belle complexité en termes de process et de soutien de process. Et aussi, comme on l'a vu, on va devoir passer d'un mode à l'autre. Même dans le cycle d'apprentissage, il va falloir à un moment donné trouver du temps pour assimiler des choses, pouvoir être tout seul, pouvoir intégrer, pouvoir peut-être travailler sur un contenu, travailler en sous-groupe, etc. Donc, alors là, j'ai mis une photo un peu, c'est un projet qu'on vient de faire, mais c'est plutôt du corporate learning. On voit que le mobilier est de plus en plus sur roulette. On voit qu'on donne la main aux apprenants. Il n'est pas question d'aller appeler une régie pour changer un setting de salle ou un truc comme ça. Donc il va falloir que les gens puissent s'approprier tout ça et transformer en fonction des besoins qui, comme pour les équipes agiles, etc., je fais un petit parallèle, sont des besoins qui peuvent changer dans l'heure, qui peuvent changer, et j'en ai mis une autre qui est un peu plus traditionnelle classe, mais c'était juste pour illustrer le propos. On voit qu'à un moment donné, on peut effectivement être en mode un peu plus comme on est là. Il y a quelqu'un qui parle et on écoute, mais on va devoir aussi passer très vite sur un mode plus brisé à glace ou je sais pas quoi, ou intimiste, où on va vouloir créer de la proximité, de la relation et rentrer dans des choses peut-être un peu plus personnelles, un peu plus compliquées. Donc c'est pour ça qu'on développe aussi de plus en plus de choses qui permettent à l'utilisateur, à l'apprenant, de pouvoir reconfigurer. Donc il en va de reconfigurer par exemple un aménagement de salle comme ça. Il en va aussi sur le fait de pouvoir passer facilement de l'assis au debout, etc. Et ça crée une dynamique qui favorise l'apprentissage, qui accélère, d'ailleurs on le sait aujourd'hui, qui accélère l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on sait que passer d'une posture assise à une posture debout améliore la capacité de résolution des problèmes complexes. Donc c'est des choses qui sont avérées, qui ont été mesurées, qui ont été... Donc c'est important du coup de créer des espaces qui vont permettre de faire tout ça. Alors il y a un dernier sujet, c'est le dernier, qui est... qu'il faut aussi qu'on essaie d'intégrer tout ce qui est virtuel, tout ce qui est digital. Donc on a des équipes qui travaillent sur les objets connectés, qui travaillent sur tout ça. On n'est pas aujourd'hui capable, je ne veux pas vous montrer de slides sur ce que sera l'apprentissage en réalité virtuelle ou en mixed reality ou en choses comme ça, mais on a des gens chez nous qui travaillent sur le sujet. Par contre, on sait très bien que la techno évolue beaucoup. Là, on est à côté de ce qui aurait sans doute apparu être un monstre il y a quelques années. On voit que tout ce qui est plateforme technologique et outils collaboratifs augmente. Et ça, c'est le reflet pur de ce qu'on appelle ce social learning ou de la collaboration à outrance qu'on vit dans nos différents métiers. Donc, dans le temps, on pensait que tout se réduisait. On était arrivé au stade d'un téléphone qui était capable de travailler comme un ordi, etc. On sait bien qu'aujourd'hui, on a passé un partenariat avec Microsoft pour nous aider un peu à comprendre vers où va la techno, parce que c'est clair qu'intégrer des outils comme le Hub qu'on voit ici, première génération, donc ils sont revenus sur des choses un tout petit peu plus petites avec leur version 2, mais on est quand même encore sur des objets qu'il faut intégrer dans l'espace de manière à pouvoir les utiliser au mieux. Donc là, j'ai simplement mis quelques photos. Donc là, il y a un nouvel outil sur pied, par exemple. Pouvoir bouger un outil interactif comme ça d'une salle à l'autre, parce qu'on n'a pas forcément dans toutes les salles la possibilité d'investir sur des outils qui sont quand même des outils relativement coûteux. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien, mais je ne sais pas où il est, on en a un ici quelque part, il doit être là-bas derrière. On a développé un piétement pour Microsoft, pour leur hub, de manière à pouvoir, de manière sécurisée, parce qu'on n'a pas non plus envie de faire tomber... un Surface Hub qui coûte je ne sais pas combien, ou une plaque Mais on a des outils qui, aujourd'hui, sont aussi mobiles, et la technologie doit suivre aussi avec la possibilité de se connecter très très vite sur une autre salle, sur une salle adjacente ou quelque chose comme ça pour que le contenu suive. Voilà. Donc on verra, je pense que si on se reparle d'ici un an ou deux, on aura sans doute beaucoup plus de choses à montrer sur l'immersion. Mais c'est vrai qu'il faut pousser un peu les barrières du... Alors c'était très vrai pour les équipes à distance, qui doivent venir rejoindre parfois une séance de partage de contenu ou une séance a fortiori de créativité à distance. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les visioconférences et toutes ces choses-là. Mais ce sera de plus en plus quand on sera avec la réalité virtuelle. Et je ne sais pas aujourd'hui vraiment comment ça impactera spatialement la manière de déambuler dans l'espace et d'interagir les uns avec les autres.
Donc voilà, c'était les réflexions, le partage. Je ne sais pas si ça suscite des questions.